Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Fin janvier 2021, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le plan quantique national. 1,8 milliard d'euros pour faire le pont entre recherche fondamentale et industrie de pointe dans le développement des technologies quantiques. Pour en parler, nous recevons Elénie Diamanti. Bonjour. Bonjour. Elénie Diamanti, vous êtes chercheuse CNRS au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université et vous faites partie du Paris Center for Quantum Computing. Elénie, ça fait un certain temps que le plan quantique national est en discussion. Est-ce que les chercheurs ont été impliqués? Comment les grandes idées qui y sont présentées sont-elles perçues? Donc, ce plan quantique, c'est en gestation depuis, je dirais, au moins 3-4 ans. C'est venu dans les silages du flagship européen sur les technologies quantiques qui nous a beaucoup poussé au niveau national aussi d'avancer dans cette direction. Je dirais que la structuration a commencé avec les rapports Forteza qui a été remis au gouvernement en janvier 2020. Ensuite, les choses se sont beaucoup accélérées. Dans sa forme actuelle, je trouve que le plan est ambitieux. Il répond aux considérations des chercheurs dans les domaines. On a été auditionnés. Les positions des chercheurs ont été prises en compte. L'organisation et structuration est plutôt au niveau national. Donc, il faut surtout ne pas oublier, bien sûr, qu'il y a une certaine force dans les actions qui sont poussées par les écosystèmes locaux. Et il y a effectivement un accent vers les actions permettant le transfert des technologies quantiques vers le monde de la recherche, vers le monde industriel, mais tout en gardant un budget quand même assez important, autour de 150 millions d'euros pour la recherche fondamentale. 150 millions d'euros pour la recherche fondamentale, donc pour appuyer les points forts de la France dans le domaine. Et vous l'avez dit, qui sont répartis dans différents écosystèmes locaux. Alors, quels sont ces points forts et quels sont les écosystèmes qui existent en France ? C'est une très bonne question, pas facile. Les chercheurs françaises, ils diraient qu'on est présent à la pointe de la technologie dans beaucoup de domaines des technologies quantiques. Donc, effectivement, je dirais qu'il s'agit d'un levier quand même, ces plans pour la recherche fondamentale, d'un levier non négligeable, important, qui renforce la position de nous, les chercheurs travaillant en France, dans les collaborations que nous avons, qui sont quand même très étroites, notamment avec nos partenaires européens. Donc, du coup, pour nos forces, nos forces sont réparties dans tous les piliers des technologies quantiques qui sont globalement structurés dans les communications quantiques, les calculs quantiques et les capteurs quantiques. Pour les calculs, je citerai par exemple des activités pour les simulateurs quantiques avec des atomes froids qui sont notamment développés à Saclay, à l'écosystème de Saclay. Nous sommes aussi présents en silicium à Grenoble notamment. Nous avons de l'expertise à Paris sur des algorithmes quantiques et aussi le software autour des codes correcteurs d'erreurs quantiques. Et puis après, il faut quand même penser qu'on a une tradition en France sur la photonique, donc la manipulation de la lumière. Et de ce point de vue, ceci nous met dans une position de force plutôt à Paris et aussi à Saclay, autour de tout ce qui concerne la photonique, c'est-à-dire les approches photoniques pour les calculs quantiques, mais aussi pour tout qui tourne autour des réseaux de communication quantique, qui va de la cryptographie quantique jusqu'au réseau quantique du futur. Et il ne faut pas, bien sûr, oublier les contributions de nos chercheurs autour des capteurs quantiques, où on a notamment en France, à Bordeaux, un des pionniers industriels du domaine. Énormément de technologies quantiques différentes qu'on peut regrouper donc entre communication quantique, capteurs quantiques et calcul quantique. Et ces différentes technologies sont à différents stades de développement. Par exemple, Malo Cadoret du CNAM nous présentait récemment dans un article un gravimètre atomique, c'est-à-dire un capteur très précis du champ de pesanteur basé sur la mesure d'atomes froids. Ce type de capteur est déjà utilisé pour la cartographie du champ de pesanteur et notamment par l'armée. On entend aussi beaucoup parler de cryptographie quantique. Alors, quelle est actuellement la maturité des technologies de cryptographie quantique ?
Alors, la cryptographie quantique, c'est une des applications majeures du grand domaine de la communication quantique. Il s'agit ici d'utiliser les propriétés, bien sûr, de la physique quantique, comme toutes les technologies quantiques, pour renforcer la sécurité de l'échange de l'information au-delà de ce qui est possible, uniquement avec des systèmes conventionnels, avec des systèmes classiques. Pour ça, on utilise notamment les propriétés de la lumière au niveau de la particule unique du photon. Et puis, cette lumière est propagée à travers des canaux comme des fibres optiques, ou ça peut être l'espace libre aussi. Donc, où on attend les applications de la cryptographie quantique, on peut noter tous les domaines où on a besoin de transfert des données sensibles. Ça peut être, par exemple, des dossiers médicaux, ça peut être la sécurisation des infrastructures critiques, comme par exemple les réseaux électriques, data centers, ou pour les transactions financières. Donc aujourd'hui, nous avons des systèmes de cryptographie quantique commerciaux, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Par exemple, déployer ces technologies sur des infrastructures télécom déjà existantes. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on essaye de faire en région parisienne en ce moment. Et pareil, en région aussi Côte d'Azur. Il faut aussi battre les limitations en distance. Et il faut aussi trouver des façons de combiner nos techniques quantiques cryptographiques avec les techniques classiques. Et donc là, j'aimerais souligner ça pour les réseaux plus globalement de communication quantique qui sont pas là pour remplacer les réseaux classiques comme l'Internet, pour les renforcer pour des applications précises. Pour des applications qui ont besoin d'un niveau plus fort de sécurité, du coup. Exactement. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Alors, j'ai cru entendre qu'il y avait eu un prototype pour faire de la communication quantique avec un satellite. Oui, tout à fait. Donc ça c'est la Chine, effectivement. Et en 2017, les Missions, le satellite chinois, a été lancé. Et depuis, il y a plein d'expériences, de preuves des principes. Hein. C'est pas des expériences quand même opérationnelles, mais ce sont des expériences preuves des principes. Ces expériences ont un levier important parce que ça nous permet de voir la faisabilité de ce type de projets très ambitieux. Que ce soit dans les fibres optiques et dans les communications avec les satellites, le support qu'on utilise pour communiquer de manière cryptée, c'est la lumière. C'est toujours la lumière, absolument. Donc, comme on appelle ça, la cause physique, donc la base de notre communication, les codages de notre information se passent toujours à travers les propriétés de la lumière. Et ensuite, on utilise les informations envoyées et reçues par les systèmes participants à cette communication quantique pour analyser les résultats, extraire ce qu'on appelle les clés secrètes et cryptographiques et les utiliser pour la sécurisation ensuite des données. D'accord. Et du coup, dans des infrastructures réelles que tout un chacun pourrait utiliser, par exemple les dossiers médicaux dans un hôpital, on parle de quel horizon pour le déploiement de ces technologies de cryptographie quantique ? Pour ce type d'application, on peut s'attendre à des avancées majeures assez à court terme. Donc, dans 2 ans, je dirais même, on pourra montrer des cas d'usage concrets, par exemple pour les sécurisations des dossiers médicaux très spécifiquement, en Europe. Ce qui est plus compliqué, c'est de mettre en place des réseaux quantiques à longue distance ou faire des applications de type de calcul répartis, comme on dit, où on a besoin de connecter beaucoup d'ordinateurs ou de machines quantiques ou de capteurs afin d'effectuer des applications de plus haut niveau avancé. Et ça demande une synchronisation, ça demande des stockages quantiques, ça demande des types de technologies qui sont en développement en ce moment, mais ne sont pas encore au développement de maturité technologique qui permettent de les déployer sur le terrain. Donc, pour ça, on va attendre, je dirais, 5 à 10 ans. Donc, entre 2 ans pour des choses opérationnelles sur des petites distances et 5 à 10 ans pour des réseaux plus complexes et sur des plus grandes distances.
Côté ordinateur quantique, déjà, que fait un ordinateur quantique et c'est pour quand? Il faut rester très prudent quand on répond à une question comme ça. Donc, un ordinateur quantique a comme but de résoudre des problèmes algorithmiques, des calculs, beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Tout simplement. Et donc, ça peut amener lui aussi à des applications qui ont une grande portée sociétale. Encore, on pense en finance, au secteur financier, bancaire, on pense à tout type à l'aviation, à tout type de secteur qui a besoin de faire des calculs vite, et notamment des algorithmes d'optimisation ou d'apprentissage. Donc, on parle beaucoup de machine learning quantique, etc. Donc, pour quand? Je crois que ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par des étapes importantes. La toute première chose qui va arriver, et ça, à mon avis, ça sera autour encore de 5 à 10 ans, ça sera les petits processeurs quantiques dans lesquels on ne pourra pas corriger toutes les erreurs qui seront dues au bruit présent dans ce type de système. Mais on pourra, avec ces processeurs, viser des applications spécifiques. Donc, ils seront dédiés, ces processeurs, pour résoudre des problèmes d'optimisation, par exemple, pour un secteur. Et ils feront ça efficacement. Après, pour avoir un ordinateur quantique dans le sens qu'on les connaisse, c'est-à-dire dans le sens universel ou qui pourra faire n'importe quel calcul plus rapidement que son homologue classique, il faudra attendre beaucoup plus longtemps, à mon avis. Et là, le grand défi sera de mettre en place des théories, donc des codes correcteurs d'erreurs qui pourront résoudre, qui pourront s'affranchir des problèmes de bruit et de décohérence qu'on trouve dans ces systèmes de grande taille, parce qu'on parle quand même ici des milliards de qubits, les porteurs de l'information quantique. Il faut dire aussi que dans ces domaines-là, contrairement à la communication quantique ou à la cryptographie dont on a parlé tout à l'heure, où on sait que notre porteur d'information, c'est les photons, la lumière, il y a beaucoup de plateformes expérimentales qui sont développées avec leurs avantages et leurs désavantages, et pour l'instant, il n'y a pas une plateforme qui domine tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir en pratique. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Nous avons dit que les technologies quantiques étaient un point fort de la France et qu'il y avait beaucoup de technologies différentes qui étaient développées en France. Est-ce qu'il y a des techno-quantiques qu'il faudrait qu'on ait sur nos radars et qui sont en développement dans d'autres pays, mais pas en France? Tous les pays poursuivent en ce moment. Il y a un accord, je dirais, global sur la structuration de domaines, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, les pays poursuivent à peu près les mêmes axes, les piliers des recherches, c'est assez similaire. Mais évidemment, chaque pays a un petit peu ses points forts, exactement comme nous. La Chine, on en a parlé, il domine jusqu'ici les domaines de la communication quantique avec des actions extrêmement fortes comme celui qui est lié aux satellites quantiques qu'ils ont lancé. Les États-Unis sont très présents dans le domaine du calcul quantique et des répéteurs quantiques aussi. Le calcul est très poussé par des investissements privés, par les géants de l'informatique, basés notamment souvent sur les circuits supraconducteurs. L'Australie mise beaucoup sur le silicium. Je ne dirais pas que la France a besoin d'importer des technologies quantiques des autres pays, mais je dirais qu'il faut garder un œil vigilant et très ouvert par rapport à ce que font les autres. Et que c'est un domaine, les technologies quantiques, où les collaborations internationales sont extrêmement importantes, mais il faut quand même toujours garder en tête que ça devient un domaine extrêmement stratégique et il faut penser à poursuivre nos recherches tout en gardant en tête l'autonomie digitale, numérique et stratégique qui est attendue en France et en Europe vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Les technologies quantiques, un domaine très stratégique dans lequel on peut attendre de grandes avancées dans les toutes prochaines années et pour quelques décennies. Merci Eleni Diamanti pour votre éclairage sur les technologies quantiques. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.